Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Une édition que nous ouvrons par cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Alidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger ont passé leur 16e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkeina, Walam et Kolo dans les régions de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Sortie médiatique cet après-midi même du ministère de la Santé publique à travers sa direction des immunisations par rapport à une fausse rumeur de campagne de vaccination dans les écoles de Niamey. C'est le lieu pour elle de rappeler qu'aucune campagne de vaccination n'a été engagée, encore moins celle de la COVID-19 dont le vaccin n'existe toujours pas. Précision avec Maman Nassou Dantofo et Ibrahim Abdou. Taire les rumeurs faisant état d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les différentes écoles de la ville de Niamey est l'objectif de cette sortie médiatique du ministère de la Santé publique à travers sa direction des immunisations. En effet, depuis 48 heures, la ville est secouée par une rumeur de vaccination contre la COVID-19 dans les écoles, et cela à l'insu des parents et sans aucune autre forme de communication. Ce qui a créé une psychose chez les parents d'élèves, dont beaucoup d'entre eux ont décidé de se rendre dans les écoles, menacer les responsables d'école, et d'autres ont carrément empêché leurs enfants de retourner à l'école. Alors qu'il ne s'agit que d'une fausse rumeur, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait des enfants qui jouaient dans la cour d'une école à Niamey 5 et qui ont vu arriver des agents enrôleurs et des agents d'hygiène et d'assainissement chargés de la désinfection des classes avec des gilets semblables à ceux des enfants vaccinateurs. Subitement, ils se sont mis à courir dans tous les sens. Et c'était là le point de départ de toutes ces rumeurs. Nous tenons à rassurer les parents d'élèves, l'ensemble de la communauté nationale, que le ministère de la Santé publique est un ministère assermenté qui a en charge la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays et de garantir à la population le niveau de santé le plus élevé possible. En effet, la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, qui a toujours été une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, passe nécessairement par l'organisation des campagnes de vaccination de masse pour renforcer la protection de la population cible. En effet, les campagnes organisées par le ministère de la Santé publique sont des campagnes bien planifiées. Il y a toujours eu dans ce cadre un processus de planification qui intègre la communauté depuis la planification en passant par la mise en œuvre et l'évaluation. C'est le lieu ici pour cette direction de rassurer la population et rappeler le processus de démarrage d'une campagne de vaccination au Niger. Nous tenons également à rassurer la communauté qu'aucune intervention dans le domaine de la vaccination ne se fera sans eux et de faire à nouveau confiance à la vaccination qui est l'un des moyens les plus sûrs pour prévenir les maladies. La vaccination constitue un droit universel pour chaque enfant. C'est dans ce cadre que nous demandons à tous les parents de continuer à faire confiance au ministère de la Santé publique, garant de la santé de tous les Nigériens. Nous profitons aussi pour vous rassurer qu'aucune campagne de vaccination n'a été entreprise ce jour-ci. Il s'agit en fait de fausses rumeurs relayées par des personnes distillateurs de toutes sortes d'informations sur la toile. Le gouvernement entend continuer à protéger la population contre tous les dangers et n'entend pas accepter aucun essai clinique de quelque vaccin que ce soit, encore moins de vaccins contre le Covid qui pour l'instant n'est même pas mis au point.
Si d'aventure des campagnes de vaccination devraient se faire dans le cadre du programme normal de contrôle et d'élimination des maladies à prévention vaccinale, le ministère de la Santé publique impliquera, comme à l'accoutumée, tous les acteurs, à savoir professionnels des médias, leaders religieux, chefs traditionnels, autorités politiques, administratives, sanitaires et les responsables des ONG et associations, ainsi que les partenaires au développement à tous les niveaux. Et c'est activement dans l'organisation de ces campagnes, notamment dans la sensibilisation et la mobilisation des populations. Pour boucler la boucle à cette rumeur, il a été demandé à toute personne qui détient la preuve d'un enfant vacciné de se présenter à la direction des immunisations. Désormais, l'écoute de communication électronique est légalisée au Niger avec le vote la semaine dernière par les députés de la loi sur l'interception de la communication avec 104 voix. Un vote boycotté par l'opposition parlementaire et qui suscite des vives réactions au pays. Suivez celle de l'acteur de la société civile, également juriste Yuri Ibrahim, dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. On expose les Nigériens à un état fondamentalement policier. Mais lorsque vous avez une telle loi et vous avez en même temps des personnalités politiques qui ont un problème d'éthique, un problème de valeur, un problème de respect, de minimum éthique, eh bien le problème encore serait plus grave. Parce qu'à entendre le ministre de la Justice, je dis bien, à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, face à des écrans de télévision, dit que de toutes les façons, cette loi n'est qu'une formalité, parce qu'on a toujours écouté les gens, et bien on organise maintenant, on lit. C'est comme s'il dit, prenez, c'est une régularisation, ça ne change rien du tout, parce que nous continuons à écouter. À le dire, c'est que c'est un mépris vis-à-vis de l'état de droit. Même ce matin, je l'ai écouté sur RFI, vouloir revenir recadrer, mais en causant encore trop de gaffes, pour dire y compris pendant les royaumes. Comment est-ce que toi, un ministre d'une république démocratique, tu veux illustrer des propos en t'inspirant des pratiques des royaumes? On veut justement un état démocratique pour mettre loin de nous des pratiques des royaumes, des pratiques de féodalité, des pratiques des institutions de non-droit. Et on ne peut que se sentir choqué de l'entendre de la part de nos gouvernants. Et les Nigériens doivent finalement savoir qu'il n'existe pas des institutions prévues pour encadrer l'exercice de ces droits. N'est-ce pas? Et ça revient maintenant aux citoyens, en vérité, d'exprimer les degrés de contestation par rapport à cette pratique et exiger à ce qu'il y ait un minimum de contrôle. Yuri Ibrahim que vous retrouvez en partie magazine de cette édition. Autre aspect de cette édition, le dossier est toujours à la police judiciaire. L'enquête suit son cours normal. L'affaire de détournement des fonds au ministère nigérien de la Défense. Les Nigériens attendent une suite favorable. Le nouveau procureur va-t-il accélérer les choses au moment où l'affaire prend une envergure internationale? Commentaire avec Hassan Saleh Mustafa. L'affaire a fait le buzz et elle est toujours au cœur de l'actualité depuis la publication de l'audio du ministre de la Défense nationale, le professeur Issifou Katambe, sur les réseaux sociaux. Un audio dans lequel le ministre expliquait à ses invités l'ampleur de l'affaire du ministère de la Défense et les résultats du rapport de l'audit mené sur instruction du président de la République qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux viennent mettre de l'huile sur le feu. Dans un communiqué sur la télévision nationale, le ministre porte-parole du gouvernement qui a confirmé les faits avait annoncé que les concernés sont sommés de rembourser le trop perçu. Une sortie qui a encore aggravé la situation en suscitant ainsi des vives réactions dans les pays. D'abord, les organisations de la société civile nigérienne, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne, qui ont appelé à une manifestation pacifique le 15 mars 2020 pour exiger une suite judiciaire de l'affaire. Une manifestation au cours de laquelle plusieurs acteurs de la société civile ont été interpellés et placés en mandat de dépôt dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Au total, 6 acteurs, dont 3 ont été récemment libérés et 3 autres, à savoir Monkel Halidou du SINASEP, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page, sont toujours gardés entre les 4 murs des prisons.
La réaction ensuite du syndicat autonome des magistrats du Niger qui a aussi demandé de remettre le dossier dans les mains des juges. Et puis un déluge de réactions des différentes structures qui ont toutes demandé à ce que justice soit faite. L'opposition politique en a également fait de cette affaire une de ses préoccupations dans toutes ses déclarations et communiqués de presse. C'est dans ce contexte que les premiers extraits du rapport qui se veut être confidentiel mais rendu public sur les réseaux sociaux ont mis en exergue plusieurs hommes d'affaires et opérateurs économiques de renommée qui se sont d'ailleurs succédés par la suite à la police judiciaire où ils ont été entendus. Après 2 semaines d'audition non-stop, selon le quotidien L'Enquêteur du mercredi 3 juin 2020, la police judiciaire s'apprête bientôt à transmettre un lot de dossiers à la justice auprès de laquelle l'espoir des Nigériens est fondé. Quant à l'aboutissement de cette affaire jusqu'au bout, en tout cas, les Nigériens croient à la justice et attendent impatiemment la suite favorable pour que l'État soit mis dans ses droits. Cette affaire du ministère de la Défense nationale a désormais franchi les frontières nationales. Elle a pris une envergure internationale en intéressant notamment les rédactions des médias internationaux. C'est l'exemple du journal L'Opinion en France qui a écrit dans ses colonnes « Vente d'armes, la France va-t-elle ouvrir une enquête sur les malversations au Niger ?» Pour ce journal, cette affaire pourrait avoir de nouveaux développements en France alors que plusieurs éléments ont été transmis à la brigade financière de Paris. Récemment, la députée Frédéric Dumas a posé une question au ministre des Armées de la France sur les conséquences des irrégularités dans la passation des marchés publics militaires dans un pays allié. Ce qu'il faut préciser dans cette affaire du ministère de la Défense nationale du Niger, ce sont des dizaines de milliards de francs CFA qui ont pris d'autres destinations. Le rapport d'audit parle de 76 milliards de francs CFA. Et sur le terrain, des dizaines de soldats ont trouvé la mort sur les fronts en défendant l'intégrité du territoire national. Une situation qui a amené les Nigériens qui, en plus de la justice, ont les yeux fixés sur le premier magistrat. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a ordonné le dit audit. Celui-là même à qui les Nigériens ont donné leur confiance. Donc le président de la République doit veiller pour que tous ceux qui ont la main dans cette rocambolesque affaire puissent être sanctionnés conformément à la loi. Cérémonie de lancement ce matin à l'ONEX des inscriptions en ligne aux examens du BTS d'État. C'était en présence du ministère de tutelle et d'autres invités de marque. Le compte rendu avec Abdourazak Léo et Cheb Guissou. Cette cérémonie marque le lancement officiel des inscriptions en ligne à l'examen du BTS d'État. Pour rappel, en 2019, avait procédé au premier lancement d'inscription en ligne à l'examen du brevet de technicien supérieur d'État. Dans le souci d'améliorer continuellement la qualité de ses prestations de services publics et d'être encore plus proche de ses usagers, l'Office national des examens et concours du supérieur a opté cette année de diversifier son partenariat pour offrir plus de possibilités aux candidats à s'inscrire à l'examen du BTS d'État sans se déplacer vers notre office. Cette procédure d'inscription numérique répond aux exigences actuelles d'un monde en perpétuel changement, mais aussi à l'immensité de notre territoire. Il me plaît de rappeler que notre office, l'ONEX, n'est pas représenté dans certaines de nos régions. Conséquemment, une importante frange de nos candidats potentiels à l'examen du BTS d'État, particulièrement les candidats libres, rencontrent des difficultés à s'inscrire à cet examen. La présente cérémonie s'inscrit donc dans la droite ligne du renforcement des facilités d'inscription des candidats en ligne, cette fois via Mkoudi. Cette cérémonie s'est aussi déroulée en présence du ministère de tutelle. Votre souci, monsieur le DG, vous l'avez rappelé, c'est non seulement d'améliorer vos qualités de prestation, mais aussi d'être plus proche de vos usagers, notamment les candidats libres qui rencontrent des inscriptions, des difficultés à s'inscrire. En cette occasion, je demanderai aux établissements de formation professionnelle et technique de s'adapter à cette innovation pour l'inscription de leurs candidats à l'examen du BTS pour la session 2020. L'inscription numérique répond aux exigences actuelles du monde en perpétuel changement. Surtout
pour le problème de notre pays, qui est si grand, quand on sait aussi que l'ONEX n'est pas décentralisé dans l'ensemble de nos régions. Mais cela aussi répond à la question de massification, qui est une question centrale pour nos établissements d'enseignement supérieur. En effet, les ambitions du gouvernement en matière de développement des technologies de l'information et de la communication visent à démocratiser ces technologies en les rendant accessibles à tous. La cérémonie a été suivie d'une séance de démonstration d'inscription en ligne et d'une visite guidée de la salle informatique et de la future salle d'archivage numérique. Nous l'avons annoncé, place à présent à la réaction de l'acteur de la société civile, également juriste Djouri Ibrahim, sur le vote de la loi sur l'interception de la communication électronique au Niger par les députés le vendredi dernier. Très bonne réception et au revoir. Après avoir écouté le débat à l'Assemblée, parcouru le projet de loi qui est finalement adopté à l'Assemblée nationale et surtout les commentaires du ministre de la Justice sur ce sujet, nous ne pouvons qu'être choqués en tant que citoyens, en tant que défenseurs des droits de l'homme, de voir la banalisation avec laquelle ceux qui sont chargés constitutionnellement de protéger nos droits essaient de traîner dans la boue les dits droits. Parce que cette loi a ceci de choquant qu'elle semble consacrer une insécurité juridique globale. C'est vrai que l'article 29 de la Constitution, après avoir posé le principe de l'inviolabilité de correspondance, a laissé entendre la possibilité de dérogation. La formulation est malencontreuse, ce n'est pas la dérogation en tant que telle, mais c'est de l'exception. Parce que la dérogation n'est pas à confondre avec l'exception, n'est pas à confondre avec les limitations de l'exercice d'un droit. Mais ici, malencontreusement, c'est la dérogation qui est. Une loi donc est justifiée qu'elle soit adoptée pour encadrer l'exercice de ces droits-là. Mais on a à lire cette loi et à entendre les commentaires, on oublie que l'État du Niger a pris en dehors de ces lois nationales des engagements internationaux sur ces 10 droits-là. Sur les secrets de correspondance, sur l'inviolabilité des vies privées, n'est-ce pas? Et c'est consacré dans l'article 17 du pacte international sur les droits civils et politiques, ratifié par le Niger et versé dans la même constitution du Niger. En 1988, le Comité des Nations Unies de surveillance de l'application de ce pacte a interprété le contenu de cette disposition-là, le contenu de ces droits, et a circonscrit les marges de manœuvre que les États pourraient avoir lorsqu'ils légifèrent à l'intérieur. Mais à lire cette observation de 1988 du comité et la loi qui vient d'être adoptée, cela expose fondamentalement le Niger à des sanctions à l'extérieur lorsque un citoyen nigérien victime de l'exploitation de cette loi-là viendrait à contester, à saisir une juridiction internationale parce qu'on lui appliquera dans ce cas l'article 17 du pacte international sur les droits civils et politiques. Il est applicable au niveau du CEDEAO, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est applicable devant le dit comité en tant que tel. Et quand on constate l'absence de garantie, c'est choquant. Rappelez-vous que les premières idées, le 31 mars 2020, beaucoup ne le savaient pas, mais le président de la République a voulu faire adopter ça par ordonnance. Et que l'autorisation d'interception de ces communications devait se faire du seul chef et exclusivement par le président de la République. Le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle sur ça et par avis a déclaré que c'est illégal cette procédure. On revient maintenant pour colmater, pour dire que c'est toujours le président de la République qui ordonne l'interception des messages, maintenant sur proposition des premiers ministres, des autres ministres ou des personnes qui auront délégué, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur selon les cas. On leur adjoint une commission qui devait donner l'impression de faire le contrôle de la légalité de la protection, qui elle-même ne ressemble qu'à aux personnes qui peuvent demander. Donc c'est juste un duplicata. C'est presque les mêmes personnes qui se démultiplient, qui demandent ou qui exercent le contrôle, soit directement par elles-mêmes en tant que personnalité politique ou des personnes qu'ils auraient désignées pour faire ça. Et donc c'est un véritable problème. Or, toute cette opération d'écoute qui va s'installer avec plusieurs objets
N'est-ce pas? Parce qu'au départ, les gens pensaient que ça s'intéressait à des questions de lutte contre le terrorisme. Mais à lire l'objet de la loi, mais ça embrasse très large les questions. Et donc, ça vide le droit en tant que tel. Au lieu de réglementer et d'encadrer avec quelques exceptions que les circonstances particulières pouvaient justifier, eh bien, on vide le droit de son objet, de son but et de sa substance. Et on expose les Nigériens à un état fondamentalement policier. Mais lorsque vous avez une telle loi et vous avez en même temps des personnalités politiques qui ont un problème d'éthique, un problème de valeur, un problème de respect, de minimum éthique, eh bien le problème encore serait plus grave. Parce qu'à entendre le ministre de la Justice, je dis bien, à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, face à des écrans de télévision, dit que de toutes les façons, cette loi n'est qu'une formalité, parce qu'on a toujours écouté les gens, et bien on organise maintenant, c'est comme s'il prenait, c'est une régularisation, ça ne change rien du tout, parce que nous continuons à écouter. À le dire, c'est que c'est un mépris vis-à-vis de l'état de droit. Même ce matin, je l'ai écouté sur RFI, vouloir revenir recadrer, mais en causant encore trop de gaffes, pour dire qu'y compris pendant les royaumes. Comment est-ce que toi, un ministre d'une république démocratique, tu veux illustrer des propos en t'inspirant des pratiques des royaumes? On veut justement un état démocratique pour mettre loin de nous des pratiques des royaumes, des pratiques de féodalité, des pratiques des institutions de non-droit. Et on ne peut que se sentir choqué de l'entendre de la part de nos gouvernants. Et les Nigériens doivent finalement savoir qu'il n'existe pas des institutions prévues pour encadrer l'exercice de ces droits. N'est-ce pas? Ça revient maintenant aux citoyens, en vérité, d'exprimer les degrés de contestation par rapport à cette pratique et exiger à ce qu'il y ait un minimum de contrôle. Parce que quand vous regardez cette loi, mais en fait, elle est dénuée de tout mécanisme de contrôle indépendant, d'abus susceptibles d'être commis en utilisant ce droit. Parce qu'il y a les représentants de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, mais ici, il s'agit des représentants nommés par les acteurs politiques. Cette commission en tant que telle, rien ne précise sur son indépendance et ses prérogatives. Il s'agit tout simplement d'une commission créée par les mêmes autorités qui en font la demande. Donc, personne ne peut compter sur la commission en tant que telle pour éventuellement faire un recours devant un organe juridictionnel pour contrôler la pratique du gouvernement susceptible de violer les droits fondamentaux des citoyens. Les citoyens sont désarmés à exercer le recours parce que ça se fait à leur insu. S'il y a une possibilité de dire qu'on va discuter votre décision devant une juge, vous ne pouvez pas en discuter parce que par nature, il s'agit d'une pratique prévue pour être appliquée à l'insu des concernés. Parce qu'on chercherait noise dans la tête des uns et des autres. Et quand on voit même le mobile de la saisine du juge constitutionnel au départ sur l'avis à donner, eh bien ce n'est pas nécessairement la sécurité, on dit c'est l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation donc des nouvelles technologies d'information et de communication que le gouvernement veut contrôler. C'est dire que nous sommes maintenant entrés de plein pied à partir de ce moment dans un état formellement policier, où il n'y a pas de secret de correspondance et la pratique de cette loi risque d'être hyper amère pour les citoyens parce que dans le contexte où les gens, y compris lorsque ce n'est pas permis, ils le font, lorsque c'est permis, c'est-à-dire qu'ils vont encore multiplier par n les dégâts qu'ils causeraient avant. Rien n'empêcherait de dire que en fait, les écoutes seront faites sur n'importe quoi. Et il n'y a pas de mécanisme de sanction suffisamment établi et on risque d'aller vers peut-être même des chantages en écoutant les gens. À mon avis, c'est un truc qui laisse entendre une construction d'un État voyou. Un État voyou, c'est-à-dire qui ne respecte pas ses engagements internationaux, qui ne respecte pas les droits fondamentaux des citoyens, qui ne respecte même pas les lois nationales, mais qui instrumentalise ses pouvoirs de légiférer à des fins qui ne sont pas conformes à la protection de la loi. Parce que lorsqu'on voit même cette exception-là, l'esprit fondamental de l'exception à l'encadrement, c'est de préserver l'intérêt général par rapport en apportant des aménagements et des restrictions, des limitations à des droits des particuliers. Et donc, le législateur, en pareille circonstance, comme on dit, doit écrire la loi avec une main tremblante.
en sachant qu'il essaie de manager, de mesurer, de concilier des intérêts contradictoires, mais avec lesquels il doit trouver un juste minimum. Et en cherchant ce juste minimum, il doit garantir que l'esprit des droits consacrés, eh bien, l'exception d'un principe n'est pas vidé le principe fondamental posé de sa substance et de sa quintessence. Et cette loi-là, venue sur la base du deuxième alinéa de l'article 29 de la Constitution, vide le premier alinéa en vérité de toute sa substance, et les citoyens tous nous sommes interpellés, défenseurs des droits de l'homme ou titulaires des droits consacrés. Et les médias aussi, vous avez à... Mais je pense que la pratique de cette loi va encore révéler beaucoup plus d'avantages, mais je pense qu'on n'a pas à attendre son exercice pour évaluer les dégâts causés. Il s'agit tout simplement de se remobiliser pour interpeller les gouvernants à ce qu'ils réexaminent davantage cette loi et qu'ils la conforment à la modernité juridique, à la modernité démocratique, qui soit respectueuse des droits fondamentaux des citoyens. Que la lutte contre le terrorisme, que la peur des uns et des autres ne crée des lois paranoïaques, des lois antidémocratiques, des lois purement liberticides. Parce que le drame, c'est que depuis qu'on a assisté à une crise de légitimité des gouvernants, à une incapacité des gouvernants à asseoir une sécurité nationale, depuis qu'ils sont devenus hyper voleurs, donc insoucieux des intérêts collectifs, eh bien, ils utilisent, ces gouvernants, les pouvoirs de légiférer, les pouvoirs législatifs et réglementaires à eux confiés par les citoyens dans l'intérêt collectif et individuel pour se protéger eux-mêmes. Et non et maintenant exposer les citoyens à toute forme d'abus, à toute forme de prédation des libertés après avoir exercé la prédation des ressources publiques. Le fond, c'est ça en vérité. Tous les dégâts qu'ils causeraient, comment est-ce qu'on peut utiliser les lois pour empêcher aux gens de se concerter, de discuter entre eux et de partager aussi les informations par rapport aux dégâts que les gouvernants sont en train de causer. Et donc, c'est un vol, à mon avis, de pouvoir législatif, accompagné de son instrumentalisation par les gouvernants au détriment des libertés individuelles et collectives, mais pas au service de l'intérêt général. La pratique, les débats qu'ils font, rien ne démontre que c'est au service d'un quelconque intérêt collectif, d'un intérêt général qu'ils le font. Ils le font pour eux-mêmes. Nous devons tous comprendre qu'aujourd'hui, il est évident que les gouvernants nous ont tout volé. Ils nous volent les ressources, ils nous volent nos libertés, ils nous volent maintenant notre vie privée. Et nous ne devons pas consentir ça. Nous devons, en tant que citoyens, nous élever comme un seul homme et leur dire qu'on n'est pas d'accord et qu'ils devaient réexaminer cela en offrant les mécanismes de garantie substantiels nécessaires à un État démocratique.